qui sont les plus vulnérables et qui sont porteuses également de solutions. On l'oublie parfois, on vient avec des plans, des programmes déjà ficelés et après, il y a, au fil du temps, un problème d'appropriation. Comment on va changer d'échelle dans la mise en œuvre effective des programmes d'adaptation à l'échelle locale. Donc, nous allons interroger ensemble comment on peut renforcer les capacités locales, simplifier l'accès au financement qui est un défi, aussi bien pour les acteurs locaux que pour les collectivités territoriales. Et je pense que dans le cadre de ce panel également, on aura cet échange entre des pays du Nord et du pays du Sud, mais également des pays du Sud, sur comment arriver à une décentralisation effective des financements climat pour atteindre les collectivités territoriales et, in fine, les communautés qui en ont le plus besoin. Je vais commencer déjà par une première question qui est dédiée à Monsieur Boubacar Fall. Vous êtes chercheur et vous êtes en même temps vice-président du COMNAC. Comment vous voyez le rôle de la science pour mieux opérationnaliser l'approche et les principes de l'adaptation menée localement? Merci beaucoup Aïssatou. Bonjour à tout le monde. Alors j'ai le gros défi de pouvoir commencer ce panel. En tout cas, cette question est d'une importance capitale pour moi. Comment est-ce que la science pourrait aider à mieux opérationnaliser les principes du LLA? Ce qu'il faut dire, c'est que au départ de n'importe quelle activité d'adaptation, il y a de la science, il y a de la connaissance. Il faut produire cette évidence pour pouvoir savoir à quoi on s'adapte pour éviter les amalgames. Parce que le signal climatique n'est pas seul responsable des impacts que l'on note. Et donc, cette recherche un peu scientifique, cette approche de recherche nous permet de cerner les différents types de facteurs qui interagissent pour pouvoir produire cette vulnérabilité-là. Et donc, c'est essentiel de pouvoir arriver à disposer de ces évidences scientifiques, non seulement pour savoir comment faire l'adaptation, mais aussi pour mieux éclairer la prise de décision. Alors, donc je pense que c'est fondamental. Cette science, elle va être au début et à la fin. Au début, je l'ai dit, parce que n'importe quelle stratégie d'adaptation nécessite de s'adosser sur des évidences, mais on est dans un processus d'adaptation. Je dis bien processus. L'adaptation n'étant jamais ponctuelle, c'est un processus parce que les risques ou les aléas évoluent et donc les impacts sont dynamiques. Donc les réponses qu'on apporte aujourd'hui nécessitent d'être suivies pour voir si elles sont pertinentes, si elles présentent des lacunes, afin qu'on puisse s'ajuster. Et donc vous voyez donc la science est au début, mais aussi à la fin, pour pouvoir accompagner le processus d'adaptation. Merci Boubacar, je vais revenir tout à l'heure vers toi. Ce que je retiens, c'est que la science nous permet de guider les politiques d'adaptation qu'on doit mettre en œuvre et également générer des évidences. Je pense que l'une des difficultés, et qu'on voit même dans les salles de négociation quand on parle d'adaptation, c'est qu'on n'arrive pas à mesurer. Quand on parle d'adaptation et des enjeux liés à l'adaptation, on fait référence à quoi? C'est un défi qui est là. Et c'est ce défi-là qui fait qu'aujourd'hui, l'adaptation reste très difficile également à financer. Vous avez parlé de la science pour générer des évidences, mais également, quand on parle d'adaptation, on sait qu'on a besoin d'outils. Donc, on va passer de la science aux outils avec Madame Ndeysagne. Aujourd'hui, au niveau de l'ADEME, comment les outils de planification territoriale, comme les plans de développement communaux ou les plans climat également territoriaux, peuvent-ils mieux intégrer les priorités liées au changement climatique et également les besoins des communautés locales? Merci beaucoup Aïssatou. Bonjour à tout le monde. Pour répondre à cette question, je vais d'abord parler du PACASEN. Le PACASEN qui est un programme
d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal, qui est mis en œuvre par l'État du Sénégal, qui constitue le premier programme pour les résultats de l'État du Sénégal, mis en œuvre pendant 5 ans et qui a obtenu un financement additionnel de 2 ans, qui intègre un aspect important, c'est-à-dire le changement climatique. L'objectif était d'accompagner les collectivités territoriales pour intégrer la dimension changement climatique. Si on prend l'expérience du PACASEN, ça illustre parfaitement comment les approches de gouvernance locale peuvent servir de base concrète d'adaptation par rapport à des actions qui sont menées localement. Ce qui a été constaté avant l'élaboration des outils est que ces collectivités territoriales sont les plus vulnérables face au changement climatique et que ces collectivités ne disposaient pas d'outils ni de capacités pour intégrer l'adaptation dans la gouvernance, mais aussi ne bénéficient pas des moyens financiers pour avoir suffisamment de financement. Maintenant, le PACASEN est parti de cela pour élaborer, c'est-à-dire intégrer dans ces négociations avec les bailleurs ce qu'on appelle un guide harmonisé d'élaboration des plans climat. Et ce guide a été élaboré par le professeur Boubacar Fall avec son équipe qui a proposé une très belle méthodologie en ce qui concerne l'élaboration des plans climat et que ce guide considère que le plan climat, le plan climat constitue un outil pour intégrer les priorités climatiques par rapport à la méthodologie qui a été proposée. Maintenant, sur la méthodologie qui a été proposée sur le guide, si on prend en compte le diagnostic territorial qui se fait à travers les plans climat, et ce diagnostic territorial permet d'identifier les enjeux climatiques en termes d'adaptation et d'atténuation. On peut également prendre l'exemple de tout ce qui est articulation du budget. Une fois le plan climat élaboré, ce plan climat guide tout ce qui est programmation des investissements au niveau de la collectivité territoriale. Et aussi, le dernier élément, c'est le suivi-évaluation. C'est-à-dire, quand on élabore le plan climat, il y a un dispositif de suivi-évaluation qui permet de faire le suivi des actions qui sont programmées dans le cadre de la mise en œuvre du plan climat. Donc, pour vous dire que le plan climat constitue bel et bien un outil très, très, très important pour intégrer les stratégies d'adaptation selon la méthodologie qui a été proposée dans le guide, que j'ai résumé, parce que la méthodologie a été largement développée dans le guide, mais j'ai juste intégré les éléments majeurs par rapport à cette méthodologie. Merci beaucoup, Ndeye. On va quitter le Sénégal pour aller en Guyane, où on pourra mettre en exergue tout ce qui est coopération sud-sud en matière d'adaptation, surtout dans un contexte amazonien. Donc, Monsieur Cazel, quelles sont les similitudes ou les leçons communes qu'on peut tirer entre les approches, Ndeye en a énuméré quelques, locales d'adaptation en Guyane et en Afrique de façon générale? Merci. Merci de m'avoir invité sur ce panel. Alors, en préambule à votre question, la Guyane, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un département français d'outre-mer, au même titre que la Martinique, la Guadeloupe ou la Réunion, qui est situé en Amazonie, c'est à 1500 km nord de Belém. Donc, il y a une rivière entre la Guyane et le Brésil. Donc, nous sommes en Amazonie, en forêt tropicale, équatoriale. Donc, c'est là le lien avec les caractéristiques de notre milieu ambiant, avec les pays d'Afrique équatoriale. Alors la coopération sud-sud, je pense que c'est maintenant que ça se passe, c'est entre nous, en échangeant nos expériences. Moi je crois à l'approche bottom-up, c'est-à-dire nous techniciens qui connaissons les solutions, de préparer tous les programmes et ensuite de mobiliser nos acteurs politiques pour formaliser des accords de coopération. Par exemple, hier au pavillon France, nous avons signé un accord de coopération avec l'Agence spatiale gabonaise. Pourquoi? Parce qu'en Guyane, c'est l'endroit où on lance la fusée Ariane. Donc on a un centre spatial en Guyane et donc toute une expertise de collecte et d'analyse des données satellitaires. Et donc cette expertise, on la met au service de l'Agence spatiale gabonaise pour les aider à monitorer les impacts du changement climatique sur le milieu de la forêt tropicale et aussi bénéficier de leur expérience.
Donc pour la coopération sud-sud, moi c'est quelque chose en lequel je crois énormément. J'étais très heureux d'entendre que de la part de la représentante de l'ADEME, pardon, que le guide a été élaboré avec le professeur Boubacar. Parce que nous, par exemple, en Guyane, nous avons l'agence l'ADEME, mais nous n'avons pas d'outils locaux. Et on a un problème quand on doit utiliser les outils de l'ADEME qui ont été développés pour le niveau national en France. En la Guyane, ce n'est pas du tout adapté. Donc on doit développer nos propres outils. Parce que mettre en place ce qui a marché dans un pays qui n'a pas du tout les mêmes conditions climatiques, pas du tout les mêmes acteurs, pas du tout les mêmes cultures, les façons de penser, les façons de vivre, notre relation avec le milieu naturel, ça ne peut pas marcher. Et enfin, l'expérience des dernières décennies l'a prouvé. Par contre, l'ingénierie, le savoir est important. Donc, il faut avoir une coopération nord-sud. En fait, la solution, la mise en place des solutions doit être faite au niveau où ça compte, bien évidemment. Et donc, en Guyane, alors je voudrais, si vous me permettez, de rebondir sur ce qu'a dit le professeur Boubacar. La science est extrêmement importante. En Guyane, bon, c'est un territoire assez grand, c'est 100 000 km², c'est à peu près la taille de la Belgique. Mais on n'est que 300 000 habitants, tous répartis sur la côte. Et la forêt, 90% du territoire, c'est la forêt. Et nous n'avons pas d'études scientifiques. Nous ne savons pas, les scientifiques ne nous ont pas dit à l'horizon 2100, qu'est-ce qui va se passer. Donc on a un problème pour la planification de l'adaptation au changement climatique. Donc comment on a fait? On ne va pas attendre 10 ans, parce qu'il faut du temps, hein, vous n'allez pas me contredire. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? Donc là, on a lancé le plan régional d'adaptation au changement climatique pour la Guyane. Et donc j'ai réuni des groupes de travail sur certaines thématiques, le recul du trait de côte, l'érosion des berges fluviales, la santé, l'impact sur les ressources, l'agriculture, la forêt, l'eau, la pêche. Donc on a réuni les experts du terrain. Même si on n'a pas d'études, les experts savent ce qu'il faut faire au moins 5-10 ans. Il faut tout de suite pouvoir agir. Donc on va élaborer notre plan comme ça par le bas, avec à dire d'experts, qu'est-ce qu'il faut faire. Et bien sûr, dans chaque thématique, la première, c'est des études scientifiques pour nous permettre de savoir exactement ce qui va se passer et pour nous permettre, nous, décideurs politiques, et bien évidemment avec l'appui des scientifiques, des experts du terrain, de la société civile, des industriels, de pouvoir proposer des solutions. Et ensuite, commencer à aussi mener une réflexion à plus long terme, à 2050. Qu'est-ce qui va se passer? Commencer à réfléchir à des stratégies long terme. Donc c'est comme ça que nous on fait en Guyane, du fait du manque de connaissances scientifiques, du fait de l'inadaptabilité des outils développés dans d'autres géographies chez nous, comment on approche cette question. Merci, merci Monsieur Cazel. Je pense que vous revenez sur des aspects qui sont reflétés dans les 8 principes clés de l'adaptation menée localement. Comment on positionne les communautés qui sont en première ligne de la lutte contre les changements climatiques pour mieux définir leurs priorités. Comment orienter les financements qui vont être dédiés à la lutte contre le changement climatique. Et je pense que ce qui est important également, comment on va faire dialoguer en fait les experts scientifiques et également les communautés locales pour une appropriation et une adaptation réussie à l'échelle territoriale. Je me tourne vers Lucas. Vous êtes un acteur de la société civile, vous êtes jeune, porteur d'innovation sociale et militant pour une justice climatique. Comment votre initiative travaille aujourd'hui à la résilience des communautés côtières du Brésil et quels sont les leviers sur lesquels vous vous appuyez pour avoir une appropriation locale du travail que vous êtes en train de faire? Merci beaucoup pour m'inviter. Je vais commencer avec les mots du professeur il faut savoir exactement qu'est-ce qu'on veut adapter. Et les personnes qui peuvent nous aider à savoir ça, c'est la population qui souffre à cause des changements climatiques. Donc, je vais utiliser l'expérience que j'ai eue avec la population du Brésil pour expliquer un peu ça. Les problèmes au Brésil, et spécifiquement avec l'augmentation de la mer, c'est que les gouvernements, ils ne savent pas exactement
Il ne fait pas trop attention à la population locale, la population côtière, qui souffre les événements climatiques extrêmes et l'augmentation du niveau de la mer. Donc, il faut, pour savoir... donc, ok, voilà. Pour mieux savoir ce qui se passe vraiment, pour vraiment créer des solutions effectives, il faut parler avec la population locale. Dans mon expérience, la meilleure façon de savoir et se connecter avec la population locale, c'est de trouver des leaders locaux ou un groupe, une organisation, une famille bien connue dans la communauté et qui la population a confiance pour parler de leurs problèmes. Donc, spécifiquement, dans mon cas, j'ai analysé une ville qui s'appelle Ilhabela, au Brésil, à la côte de São Paulo. Et j'ai réussi à savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé, les problèmes que la communauté côtière était en train de confronter, parce qu'on a parlé avec une famille locale qui était là-bas après des générations et qui avait de bons contacts avec les gouvernements, avec les voisins et avec la population locale. Ils ont montré à nous tous les problèmes qu'ils ont écoutés de leurs voisins, du gouvernement qu'ils souffrent, et aussi montré des photos, des vidéos et fait des entretiens avec la communauté locale pour vraiment montrer les problèmes. Donc, pour moi, c'est ça, la solution principale pour ces communautés, ou c'est connecter aux communautés, c'est de trouver des leaders locaux. Merci. Merci Lucas. Être connecté aux communautés, cela veut dire écouter les besoins des communautés, les priorités des communautés pour pouvoir les traduire maintenant dans la planification de l'adaptation. Oui, j'ai juste pour ajouter des exemples que j'ai eus, c'est qu'à Ilhabela, par exemple, il n'avait pas de documents officiels qui disaient exactement qu'est-ce qui s'est passé à la ville. Donc, il n'avait pas une recherche scientifique pour que nous sachions exactement quoi faire. Donc, dans cette première part, les stages initiaux du processus d'adaptation, il faut vraiment parler avec la population. Dans mon cas, j'ai reçu beaucoup de réclamations que la propre population avait besoin de construire leurs propres moyens de se protéger contre le niveau de la mer parce que les gouvernements ne faisaient pas beaucoup de choses. Et donc, je pense que parler avec la population, c'est important pour arriver au prochain pas que le professeur a dit, de commencer vraiment une recherche scientifique effective. Merci. Lucas, je reviens de vos propos, c'est qu'il y a un vide qui était là en termes de développement d'outils scientifiques pour mieux guider l'adaptation à l'échelle locale. Je reviens à vous, professeur Boubacar Fall. Par rapport à ce que nous venons d'entendre, selon vous, quelles sont les barrières institutionnelles et ou techniques qui existent aujourd'hui pour pouvoir renforcer la gouvernance territoriale climatique, spécifiquement liée à l'adaptation, mais également à l'adaptation menée localement? Merci beaucoup, Aïssatou. Je pense qu'il ne faut pas aller loin. L'une des barrières, c'est le manque d'évidence scientifique qui puisse aider à sous-tendre la prise de décision ou la planification. Cette barrière est liée également au déficit ou au manque de données, au manque de compétences techniques et humaines. Il y a souvent ces lacunes qui ne permettent pas, il a dit tout à l'heure, d'arriver à ces évidences. Mais l'autre barrière aussi, c'est qu'au niveau climatique, on a plusieurs strates de gouvernance. Et très souvent, on a un manque de coordination entre ces différentes strates. Vous avez les États, vous avez les collectivités, et à l'intérieur des collectivités, il y a d'autres types de catégories, d'autres catégories d'acteurs qui interviennent. Et donc, il n'y a pas encore cette concertation et cette cohérence dans les interventions qui fait qu'on peut aborder la même thématique sans s'accorder de ce qu'on est en train de faire. Et ce qui fait qu'il y a un certain émiettement alors que les impacts du climat traversent tous les secteurs. Ce qui implique que les acteurs devraient se mettre ensemble pour coordonner, pour se concerter et afin de pouvoir coordonner les réponses à apporter. L'autre aspect, je l'ai dit, donc c'est le manque de coordination. C'est une contrainte majeure. La deuxième,
c'est les déficits techniques pour la collecte et le traitement de données, mais aussi l'insuffisance des capacités humaines. La troisième contrainte, c'est lié à la disponibilité des ressources. Donc je pense que ces trois-là, si on parvenait à bien gérer ces barrières-là, on pourrait pouvoir faire quelque chose au niveau local. Juste une question pour vous, M. Boubacar Fall. Durant tout ce processus, à quel niveau les communautés doivent être impliquées et comment leurs besoins et leurs priorités doivent être reflétés également dans ces discussions et dans ces enjeux clés que vous venez d'énumérer? Je vais peut-être vous répondre de manière imagée. Quand vous faites de la recherche, vous êtes dans un laboratoire. Et dans ce labo, vous mélangez des produits pour arriver à un résultat. Pour moi, les véritables solutions d'adaptation, leur laboratoire, c'est l'échelle locale. Donc on devrait pouvoir s'inspirer du niveau local pour pouvoir alimenter les politiques nationales. Parce que ce n'est pas de la théorie, c'est du vécu, c'est de l'expérience, c'est de la culture, c'est quelque chose, c'est du concret. La communauté, quand elle est affectée par les impacts climatiques, ne fait pas de la théorie. Elle cherche de manière concrète comment faire pour préserver mon moyen de subsistance. Sinon, je disparais. Et jusqu'alors, les communautés ont su préserver leurs moyens de subsistance. Ça veut dire qu'il ne manque pas de connaissances. Encore qu'il va falloir qu'on parle, parce que quand on parle de connaissances, on a souvent tendance à penser que c'est les connaissances scientifiques. Mais les savoirs qui ont permis à ces communautés de préserver leurs moyens de subsistance, je pense qu'on gagnerait à s'en inspirer pour bâtir des politiques d'adaptation solides. Je vais retourner vers Madame Seigne. Je pense que vous avez suivi, porté tout ce processus qui a été mené par PACASEN. Est-ce que vous pouvez revenir sur les enseignements qui peuvent inspirer l'intégration des enjeux climatiques dans la gouvernance locale, donc avec l'élaboration du guide sur l'harmonisation des plans climat et territoriaux? Quels enseignements on peut en tirer en menant ce processus-là? Merci beaucoup, Aïssatou. Juste signaler encore que le PACASEN, c'est un programme qui couvre 124 collectivités territoriales du Sénégal. Et en termes d'enseignement, ce que nous pouvons retenir, c'est qu'aujourd'hui, le PACASEN a renforcé les capacités institutionnelles et des collectivités territoriales. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un guide harmonisé d'élaboration des plans climat. Et ce guide est adopté par arrêté interministériel, c'est-à-dire par arrêté du ministère de l'Environnement et du ministère des collectivités territoriales. Ce guide n'est pas uniquement un outil des collectivités territoriales du PACASEN, mais c'est un outil pour toutes les collectivités territoriales du Sénégal, parce que c'est devenu également la référence nationale en termes d'élaboration des plans climat. Et l'élaboration de ce guide, j'ai dit tout à l'heure que c'est porté par le professeur Boubacar Fall, mais c'est la direction changement climatique, Madeleine, qui a porté tout le processus en collaboration avec le professeur pour valider ensemble une méthodologie qui est cohérente et qui est adaptée aux collectivités territoriales. L'autre point, c'est qu'avec le PACASEN, l'enseignement qu'on peut tirer, nous allons élaborer 45 plans climat. C'est-à-dire, nous avons un indicateur qui nous exige à couvrir 40% des collectivités territoriales, c'est-à-dire 45. Maintenant, si on prend l'échelle départementale, on aura 45 plans climat qui couvrent 124 collectivités territoriales au Sénégal. D'ici le 31 décembre 2026, on aura au Sénégal 124 collectivités territoriales qui disposent des plans climat. Pour les collectivités qui ont déjà leurs plans climat seront actualisés. Et rien que la méthodologie qui a été proposée dans le guide, c'est-à-dire aujourd'hui, les experts qui doivent élaborer ces plans climat doivent faire l'évaluation de la vulnérabilité. Ils doivent faire l'inventaire des gaz à effet de serre. La disponibilité de ces données, après l'élaboration des plans climat, peut être utile au niveau national.
Mais l'autre point que je vais souligner aussi, qui constitue un enseignement important dans le cadre du PACASEN, c'est l'approche qui est utilisée dans le cadre du programme. Le PACASEN renforce le dispositif au niveau national pour pérenniser les actions qui sont menées. Aujourd'hui, nous avons signé une convention, c'est-à-dire dans toutes les thématiques qui sont ciblées, que ce soit la gestion environnementale, que ce soit les affaires financières, nous travaillons avec les services au niveau national en signant des protocoles de performance avec ces services, c'est-à-dire on pose des indicateurs pour renforcer leur performance en leur donnant des actions à mener. S'ils remplissent ces indicateurs, ils vont continuer à travailler et aussi ils sont renforcés en termes de ressources financières. Et dans le cadre de la prise en compte du changement climatique, ce protocole a été signé avec la direction changement climatique. Mais l'autre point également important, c'est le renforcement des capacités territoriales. Avec le PACASEN, aujourd'hui, le plan de renforcement des capacités des collectivités territoriales intègre les aspects liés au changement climatique. Et dans ce renforcement des capacités, le PACASEN fait la formation de ces collectivités territoriales en termes de changement climatique, mais aussi en termes comment ces collectivités peuvent prendre en compte le changement climatique. Et l'approche, je vais terminer par une approche aussi qui est aussi importante dans le cadre du PACASEN. C'est une approche qui est basée sur la performance, c'est-à-dire l'allocation des ressources est basée sur la performance des collectivités territoriales. Aujourd'hui, on a mis en place des conditions minimales obligatoires et des indicateurs de performance. Si une collectivité rate ces conditions minimales obligatoires qui est liée à un indicateur sur le changement climatique, il n'aura pas de financement. Et ce qui fait que ça encourage les collectivités territoriales à respecter les exigences qui sont dites dans le cadre du programme. Et pour accompagner ce dispositif, le PACASEN a mis en place deux éléments. C'est le coaching territorial et la formation. Le coaching est assuré par les acteurs, comme l'agence de développement municipal, et ainsi que les agents régionaux de l'environnement et la direction de l'environnement et des établissements classés, les ARD, et que les formations sont assurées par les services au niveau national. S'il s'agit du changement climatique, c'est la direction changement climatique qui fait les formations, en collaboration avec le Centre national qui organise les formations-là. Je crois que ces acquis sont à pérenniser dans les autres programmes, en dehors du PACASEN. Et nous avons vu que ces acquis ont porté des fruits, des résultats dans la collaboration avec les collectivités territoriales. Souvent, je taquine les collectivités en leur disant que si toutefois nous avons un deuxième PACASEN, nous allons mettre beaucoup d'obligations. Parce que si on met beaucoup d'obligations, vous respectez tout ce qu'on nous demande, et on sent que si les collectivités respectent ces éléments-là, il y a la performance. C'est-à-dire elles sont performantes dans les indicateurs qui sont demandés. Merci beaucoup, Ndeysen. On peut avoir plusieurs lectures par rapport à ce que vous venez de dire. On dit que les collectivités territoriales constituent la porte d'entrée de l'action climatique. Je pense qu'avec ce guide, ils auront les outils nécessaires pour mieux planifier globalement la lutte contre le changement climatique, mais plus particulièrement l'adaptation et l'adaptation menée localement. Donc je pense que ça c'est un acquis aujourd'hui d'avoir ce guide-là pour accompagner les collectivités territoriales, les outils, etc. Un autre point, on va y revenir, c'est comment maintenant ce guide, si c'est appliqué par les collectivités territoriales, pourrait faciliter l'accès au financement parce que c'est le défi pour une mise en œuvre réussie de l'adaptation. On va y revenir tout à l'heure. Je me retourne encore vers M. Cazel de la Guyane. Je pense que dans vos propos introductifs, vous êtes revenu sur les difficultés d'articuler en fait les politiques du national au régional, au local, en prenant en compte les réalités de chaque territoire. Selon vous, comment les gouvernements locaux peuvent-ils mieux articuler leurs actions avec les cadres nationaux et régionaux pour avoir beaucoup plus d'efficacité? Oui, ben c'est à travers, comme d'habitude, les recettes sont les mêmes, le dialogue, mais le dialogue avec des évidences. Et une fois de plus, si au niveau local, on n'a pas d'études de chiffres, à chaque fois, ça revient à la question des chiffres, pour dire, je vois en Guyane, on a un plan national d'adaptation au changement climatique avec des critères, des indicateurs de performance sur la biodiversité, sur le zéro artificialisation nette. Par exemple, on met en Guyane, si vous voulez,
on n'a pas du tout les mêmes chiffres. La croissance de la population en Guyane, c'est 5% par an. Il nous faut construire un collège et un lycée chaque année. Il nous faut construire 5000 logements chaque année. Au niveau de l'autonomie alimentaire, on est à peine à 25%. Il faut encore augmenter les surfaces agricoles. Et pour ça, il faut prendre sur la forêt, il faut déforester. Donc il y a un impact sur la biodiversité. L'objectif zéro artificialisation nette, c'est impossible en Guyane. On doit encore artificialiser, puisque, une fois, je viens de le répéter, la croissance de la population est à 5% par an. Et une fois de plus, pour convaincre le gouvernement, c'est à travers le dialogue, mais il faut des chiffres, des évidences, et il faut que nous-mêmes, on prépare nos propres actions, notre propre plan d'action qui doivent être discutés avec les services de l'État. Donc nous, en Guyane, la collectivité territoriale, c'est le gouvernement local, mais on travaille main dans la main avec les services de l'État central qui ont bien évidemment une représentation sur le territoire. Donc moi, je voudrais dire, vous avez posé la question tout à l'heure des barrières, moi je voudrais plutôt dire des freins, des contraintes pour être dans la positivité. Qu'est-ce qu'on fait en attendant ? Vous avez mentionné au niveau scientifique, je ne vais pas insister. Au niveau de la formation, madame a insisté sur le renforcement des capacités. C'est vrai que nous, en Guyane, on a des mairies, on a une commune, le village est en train de se faire, on va dire, manger par la mer. Il y a 1500 habitants. Donc le maire, dans sa mairie, il n'y a pas d'ingénierie. Enfin, c'est compréhensible qu'on a une commune de 1500 habitants, qu'à la mairie, il n'y ait pas d'ingénieurs. Donc il y a un manque crucial d'ingénierie, de capacité à développer nos propres plans. Et donc il y a des programmes de renforcement des capacités à mettre en place. Il y a aussi peut-être à le faire au niveau d'intercommunalité pour créer des synergies et le dialogue avec le national qui pour moi est le national, l'État supérieur, qui est extrêmement important, mais une fois de plus qui doit être basé sur des chiffres, des réalités scientifiques, des plans développés par nous et en collaboration. Moi, je pense que le maître mot, c'est la collaboration plutôt que l'opposition. Merci beaucoup. Je pense que l'intercommunalité est un levier sur lequel les collectivités territoriales peuvent s'appuyer pour mieux porter les questions liées à la transition énergétique, les questions d'adaptation. Au niveau d'Inda, je pense qu'on a une expérience réussie en mettant en place l'entente intercommunale au niveau de la Petite Côte, où il y a 5 collectivités territoriales qui ont décidé de se mettre ensemble et ont mis la question climatique au centre des enjeux, notamment la lutte contre l'érosion côtière. Juste avant de vous redonner la parole, si je croise vos propos avec ce que Mme Sagne disait, sur comment aussi on peut outiller, renforcer les capacités également des collectivités territoriales, je pense que l'autre enjeu, c'est pour les gouvernements au niveau national. Si l'action climatique, c'est au niveau local, les collectivités vont permettre à nos pays également d'atteindre leurs objectifs climatiques, notamment dans le cadre des CDN. Ça nous permettra, si on a aujourd'hui des collectivités qui sont performantes, qui sont outillées, qui sont capables de mettre en place des politiques en matière d'adaptation et de transition énergétique, la prochaine étape, c'est de trouver comment l'État du Sénégal, du Brésil, Guyane, peut capitaliser ça dans ses efforts climatiques et notamment dans l'atteinte de ses objectifs au niveau des CDN. Je vous redonne la parole avant de passer à... Mais non, c'était juste pour compléter ma réponse à votre question. Effectivement, en Guyane, nous, la collectivité, donc on est sur l'ensemble du territoire, mais il faut bien comprendre quelle est notre compétence. Elle n'est pas dans la mise en place des solutions, comme vous voulez dire, c'est au niveau des territoires. Donc, nos communes sont regroupées en 4 intercommunalités. C'est elles qui doivent développer, avec le soutien de l'ADEME, le soutien de l'État et notre soutien aussi, les plans climat, air, énergie territoriaux. PCAET, c'est le nom. Donc c'est à ce niveau-là que ça se passe. Et nous, notre rôle au niveau du gouvernement régional, c'est de soutenir ces efforts, de la mise en réseau pour leur permettre aussi d'échanger leurs compétences, de mener des actions de sensibilisation, de mener des études afin de soutenir le développement de ces plans. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Merci beaucoup, monsieur Cazel. Je me tourne vers Lucas. Lucas, par rapport à votre expérience, qu'est-ce qu'on peut apprendre pour mieux renforcer la voix des communautés dans la planification territoriale et dans la planification de l'adaptation?
juste en 2-3 points, qu'est-ce que vous pouvez partager avec nous qui peut être également utile à d'autres communautés, particulièrement des communautés africaines? Bon, je pense que pour mieux intégrer la population, la communauté dans les questions climatiques, on peut se baser sur une étude des cas que je viens de faire sur Fidji. Fidji, c'est une île, un site qui vient de lancer en 2018 en fait les bonds, les green bonds, sovereign green bonds, pour avoir d'argent pour adapter à la population, la communauté locale. Donc comme Monsieur Gazelle vient de dire, la coopération dans ce sens a été essentielle. Et je vais dire en 3 points comment ça peut aider tous les secteurs, les privés, les gouvernements, mais aussi les communautés locales. Dans ces cas spécifiquement, les gouvernements ont fait les National Adaptation Plan, les plans d'adaptation nationale, à partir des groupes de travail multi-acteurs. Donc, ils ont fait beaucoup de sessions avec beaucoup de représentants de la société civile, donc avec l'académie, avec des acteurs locaux, mais aussi avec les secteurs privés, qui a aidé à trouver des solutions pour implémenter les solutions d'adaptation. Dans ces cas, les gouvernements ont réussi à savoir les problèmes avec les communautés locales. Après ça, ils ont aussi parlé avec les secteurs privés pour découvrir ce qu'ils aussi souffrent à cause des événements climatiques extrêmes et les effets de serre et comment ils sont affectés par rapport à ça. Et donc, ils ont fait un projet qui a intégré tous les 3 secteurs. Les gouvernements pour diriger l'action, les secteurs privés pour arriver à avoir les financements aussi. Et pour vraiment implanter des solutions, ils ont consulté les secteurs, les communautés locales pour savoir les problèmes et comment les résoudre. Donc je pense que ça, c'est le plus important pour résoudre cette solution, c'est consulter les communautés locales, c'est consulter aussi les secteurs privés et avoir un gouvernement qui peut ensemble faire des solutions qui comptent les problèmes de tous les acteurs. Merci. Merci Lucas. Consulter les communautés, promouvoir le partenariat public-privé et trouver également un cadre, l'État, pour mieux catalyser en fait les actions portées par les acteurs privés, mais également par les acteurs locaux. On va introduire un point et pour cela, je vais inviter LifeArt. On parle beaucoup d'adaptation aujourd'hui et d'adaptation menée localement. Et on sait que les PMA ont une belle initiative qui est dénommée LifeArt, qui promeut l'adaptation menée localement, mais surtout qui défend aujourd'hui, qui fait un plaidoyer, un lobbying pour une décentralisation des financements climatiques pour atteindre les communautés qui en ont le plus besoin. Je vais inviter monsieur, comment il s'appelle, c'est vous, à dire quelques mots déjà sur LifeArt. Comment vous voyez aujourd'hui l'adaptation menée localement et les défis liés également à la décentralisation de ces financements climatiques pour pouvoir atteindre les communautés à la base. Ok, merci beaucoup. Moi, ici Didier Bako, ici du Burkina Faso. Et comme vous venez de le dire, effectivement, le pays a adhéré effectivement à l'initiative pour une adaptation et une résilience efficace à long terme. Et actuellement, nous sommes dans la phase de l'implémentation de l'initiative. Alors, il faut noter que nous avons adopté une approche, qui est une approche décentralisée. Et l'approche décentralisée pour nous, c'est comme le docteur l'a dit, on doit aller au niveau local pour revenir au laboratoire. Nous sommes allés au niveau local et permet aux populations d'identifier leurs besoins, leurs priorités en fonction des aléas climatiques qu'ils vivent. Et sur cette base que nous avons effectivement constitué ce qu'on appelle un menu d'investissement sur les priorités. Et c'est à ces priorités que nous sommes en train d'adresser en apportant des solutions pour les accompagner, pour leur adaptation et leur résilience. En ce qui concerne maintenant les questions de financement, il faut noter que l'une des offres de l'initiative, c'est que 70% des financements aillent au niveau local. Alors, dans notre principe, au départ, on avait déjà une agence d'appui au développement des cultures territoriales qui appuyait déjà les communes. Et cette agence, dans notre, j'allais dire,
dans notre législative, l'agence conservait déjà 85% de ses financements pour les collectivités territoriales. Et donc, l'AVA est venu effectivement s'insérer dans cette initiative où effectivement plus de 70% de ces financements-là vont au niveau local et on utilise directement les comptes spéciaux que ces communes avaient déjà créés avec l'appui de l'agence. Donc, lorsque les fonds transitent au niveau international, nous on a pour l'instant une entité fiduciaire pour le moment au niveau national qui est l'UCN, par lequel les fonds transitent. Et à partir de l'UCN, effectivement, les fonds transitent au compte spécial de ces communes pour l'implémentation des investissements, surtout les investissements qu'ils ont priorisés dans le cadre de l'initiative LAB-AR. Merci. Comment les communautés sont intégrées dans ce dispositif? Ils sont au cœur. Comment les communautés perçoivent cette initiative et comment aujourd'hui elles sont impliquées sur toute la chaîne de prise de décision? Oui, et j'allais dire, leur perception, c'est une joie parce que quand vous regardez, si on était venu avec des investissements pour leur imposer, l'initiative pourrait ne pas marcher. Mais le fait que c'est eux-mêmes qui ont décidé de ce qu'ils doivent faire, ça fait que l'initiative a vite pris. Donc, ça veut dire qu'ils sont au cœur de ce processus. Et dans la prise de décision aussi, vous voyez, si quelqu'un dit, moi, mon besoin, c'est tel, et que vous l'accompagnez, celui qui décide, ce n'est plus vous. Donc, ça veut dire que dans le cadre de cette initiative, les communautés elles-mêmes, c'est elles qui sont au cœur des prises de décision. Nous, nous les accompagnons pour mettre en œuvre ce qu'ils décident de faire pour les résilients aux effets des changements climatiques. Merci. LifeArt, et merci pour ce partage d'expérience. Juste rappeler qu'aujourd'hui, il n'y a que 10% des financements climatiques qui atteignent l'échelle locale. Donc aujourd'hui, le plaidoyer qui est mené à travers ENDA et également les membres du consortium, mais également les pays les moins avancés, c'est d'arriver à avoir 70% des financements climatiques qui atteignent l'échelle locale, les communautés locales. L'autre enjeu et l'autre principe que l'adaptation menée localement défend, c'est qu'il appartient aux communautés de définir leurs propres priorités en termes d'adaptation. On ne veut plus d'approche top-down, on veut du bottom-up, que les communautés disent aujourd'hui dans la localité de Saint-Louis marquée par l'érosion côtière, en termes d'adaptation, voici nos priorités et que la collectivité territoriale, mais également les décideurs au niveau national puissent les accompagner. Les communautés vont dire comment les financements doivent être fléchés. Donc je pense que c'est un défi, mais c'est également ce qu'on est en train de promouvoir, le plaidoyer que nous portons également dans le cadre du LLA, donc du Local Led Adaptation. Je vais laisser à chacun la parole pour revenir sur les défis liés au financement, notamment les collectivités. On a un guide qui pourra permettre aux collectivités de mieux intégrer les enjeux liés à la transition énergétique, mais particulièrement à l'adaptation. Comment on va financer maintenant? C'est la prochaine étape. Est-ce que vous y avez réfléchi déjà au niveau de l'ADEME et dans le cadre du programme PACASEN? Merci beaucoup, Aïssatou. Je crois que cette question de financement des collectivités territoriales est la plus discutée parce que ça revient à chaque fois que nous faisons des formations, à chaque fois que nous sommes en contact direct avec les collectivités territoriales. Et ces collectivités reviennent souvent, régulièrement sur comment elles peuvent faire pour disposer des financements, pour aussi créer des projets verts. C'est des questions qui sont revenues à plusieurs reprises. Il y a même des collectivités territoriales qui soulignent que parfois elles formulent des projets, elles démarrent le processus, mais n'arrivent même pas à obtenir des financements à ces fonds-là. Et dans le cadre, et pour cela, je crois qu'à mon avis, il faudra créer des guichets de financement dédiés au niveau national et régional, avec des procédures simplifiées et adaptées aux capacités locales. L'autre point, c'est alléger les exigences administratives, comme les formats de projets simplifiés et accompagnement technique et au niveau des outils accessibles.
et renforcer les capacités de ces collectivités territoriales-là. Nous, dans le cadre du PACASEN, on est en train de travailler sur une réforme, sur le fonds d'équipement des collectivités territoriales, c'est-à-dire le fonds vert. Si toutefois on arrive avec le ministère des collectivités territoriales à mettre en place ces réformes, les collectivités territoriales pourront maintenant faire des projets à climat vert. Donc maintenant, dans le cadre, surtout dans le cadre des transferts financiers, il faudra s'inspirer du PACASEN qui met en place des conditions de performance pour les collectivités territoriales parce que ça encourage la bonne gouvernance et l'intégration du climat au niveau de la gouvernance locale. Je crois que si on arrive à mettre en place ces aspects-là, on va relever les défis par rapport à ces collectivités territoriales qui ont des difficultés à obtenir des financements, c'est-à-dire les fonds pour financer les projets à climat. Et ce dispositif a été très bien décrit dans le guide, parce que le guide a proposé même les structures qui doivent faire le financement de ces projets-là. Le guide également a proposé aux collectivités territoriales comment elles peuvent faire pour accéder à ces financements-là. Donc tout a été préparé et nous sommes en train encore de travailler dans le processus parce que le financement additionnel du PACASEN s'arrête en décembre 2026. On souhaite qu'on ait une deuxième phase du PACASEN parce que, à mon avis, c'est le meilleur programme. C'est un meilleur programme en termes de décentralisation, mais aussi en termes d'accompagnement des collectivités territoriales. La stratégie du PACASEN, c'est les collectivités territoriales eux-mêmes qui mettent en œuvre. C'est eux qui font. Nous, on fait juste le coaching, on accompagne ces collectivités territoriales dans toutes les thématiques-là. Merci. C'est un défi qui est réel. L'accès au financement est difficile pour tout le monde, pour les États. Ça l'est davantage pour les collectivités dû à plusieurs choses, une méconnaissance des mécanismes financiers qui existent, les procédures qui sont très compliquées. Je pense qu'il y a une réflexion également à mener à l'échelle nationale pour voir comment flécher des fonds pour mieux accompagner les collectivités territoriales à pouvoir mettre en place des politiques en matière de lutte contre le changement climatique. Monsieur Cazel, peut-être que vous pouvez revenir sur l'expérience de la Guyane. Quels sont les défis en termes d'accès à des financements climatiques? Et si vous avez également des bonnes pratiques de mobilisation de fonds, je pense que ça peut être utile également dans le cadre des échanges et de la coopération sud-sud. Oui, là-dessus, je vais dire il y a des limites aussi à la coopération sud-sud. Si les expériences du Nord ne sont pas applicables au Sud, nous, on est en France, il y a tout un système de financement administratif qui n'est peut-être pas le même. Et sur l'adaptation, pour revenir à la question plus précise, le financement de l'adaptation au changement climatique, on est en train de développer notre plan. Et alors tout à l'heure, je me permettais de dire, on ne va pas dire barrière, on va dire frein. Mais là, pour le coup, c'est mon opinion personnelle, la question du financement, pour moi, c'est une barrière. Puisque ça fait des années que je travaille dans ce domaine, on fait des études, on fait des plans et on se pose ensuite la question des moyens de financement. Enfin, quand vous voulez construire une maison, vous ne faites pas vos plans, piscine, jacuzzi, et ensuite, comment je vais financer? La question du financement, elle doit être dès le départ. Dès le départ, sinon ça n'arrive jamais. Donc c'est pour ça, en Guyane, qu'est-ce qu'on a fait là? Dans le plan d'adaptation au changement climatique, j'ai mentionné les groupes de travail. Il y en a un sur la sensibilisation, parce que ça doit se mener au niveau local. Mais au niveau local, ça doit être fait par le maire. Et avant d'être maire, je suis candidat. Si je sais que par rapport au plan, dans ma commune, il y a 2 villages que je vais devoir déplacer. Enfin, pour nous, c'est facile, on déplace, c'est sur un plan. Mais pour les gens, c'est changer sa maison, c'est la terre de mes ancêtres, ça ne va pas se passer. Donc si la population locale n'est pas consciente des enjeux, des dangers, et qu'il faut absolument, parce qu'on est tous conscients maintenant que ça va être douloureux. Si la population locale n'est pas consciente de ça, le candidat aux élections des maires, et s'il porte ce programme, il ne va jamais se faire élire. Jamais se faire élire. Et donc, il ne va pas porter ce programme, bien évidemment. Donc, il y a la question de la sensibilisation et il y a la question du financement. Donc, dans les groupes de travail qu'on a montés, il y a un groupe de travail de financement avec des organismes que vous connaissez, l'AFD et la Banque des Territoires, qui agit qu'en France. Mais donc, on a décidé, donc, pour chaque groupe de travail, de nous dire les mesures qu'il faut mettre en place.
on va les transformer en fiches projets, c'est-à-dire un calendrier, des moyens, formation, investissement, et on va faire travailler les agences de financement sur quels sont les financements disponibles pour ce type d'action. Que ce soit déjà dans le plan qu'on va publier, pour chaque fiche projet, les sources de financement sont identifiées. Moi, je pense que c'est ce changement d'approche qu'il faut avoir au niveau mondial, etc. On ne peut pas nous dire, techniciens, il faut faire ça, 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 et ensuite, où sont les financements? Enfin, ça ne peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Je pense que c'est très intéressant, réfléchir en même temps qu'on élabore nos outils, nos guides de planification, c'est comment on va les financer. Faire les deux de pair, ça peut nous permettre voilà, de ne pas arriver à cet état-là, avoir un guide, avoir des outils et ne pas pouvoir les opérationnaliser faute de financement. Si je peux juste rajouter quelque chose, c'est pour faire écho aussi à ce que vous disiez sur le renforcement des capacités. C'est bien beau de donner des financements à une communauté locale, mais s'il n'y a pas l'ingénierie, enfin pour faire un projet, il faut développer le projet, il y a un plan d'action, il faut des... S'il n'y a pas ça, les financements vont arriver et vous savez ce qui vient se passer avec les financements. Donc enfin c'est vraiment, il faut vraiment considérer tout dès le départ. Comme quand vous construisez une maison, l'accès à l'eau, l'architecte, etc., etc. Dès le départ, tout doit être ficelé. Et donc la question du financement et des capacités locales d'anticipation, mais de mise en place aussi. Si vous permettez, par rapport au renforcement de capacité, pour soutenir ce qu'il est en train de dire, je crois que l'une des meilleures stratégies avec le PACASEN, c'est le renforcement des capacités. Et ce renforcement de capacité se fait d'abord au niveau national, avec les acteurs, mais aussi au niveau local. Et dans la procédure d'élaboration des plans climat, le guide a développé une partie très importante sur le renforcement des capacités, c'est-à-dire sur des formations qui se feront au niveau local, avec les collectivités territoriales, avec les acteurs territoriaux qui seront formés d'abord sur les questions d'adaptation, sur les questions d'atténuation, c'est-à-dire comment d'abord ces communautés peuvent intégrer les aspects climatiques là. Donc c'est un élément qu'on a mis en avant en termes de renforcement des capacités, parce que nous avons même demandé aux collectivités territoriales, parce que souvent ces communes disent qu'ils n'ont pas une ressource humaine technique capable de réaliser des projets, capables d'intégrer ces aspects liés au changement climatique. Et avec le programme, on a demandé à ces collectivités de nommer des personnes dont les capacités seront renforcées pour accompagner le processus en collaboration avec la direction changement climatique. Pour vous dire donc l'importance du renforcement de capacités, ce n'est pas seulement en termes du changement climatique, mais dans tous les secteurs. C'est important de renforcer les capacités des acteurs. C'est très important, parce que si les acteurs ne connaissent pas les outils qu'on est en train d'élaborer, si les acteurs ne maîtrisent pas ce que nous sommes en train de faire, ils ne pourront pas mettre en œuvre ces outils-là. Et c'est le défi aujourd'hui au Sénégal. En termes d'outils, je crois que tous les outils qu'on a mis en place, les problèmes et les défis, c'est le renforcement des capacités. Parce que les acteurs qui doivent mettre en place ces outils-là ne connaissent pas et ne maîtrisent pas ces outils-là. Merci. Je pense que le renforcement de capacité ne peut être ponctuel, ça doit être continu et concerner l'ensemble des acteurs. Ce que nous essayons de faire à ENDA, par exemple, dans le cadre du programme LLA, vu que nous sommes en train de promouvoir l'accès direct aux communautés, c'est comment outiller les communautés aujourd'hui à avoir une comptabilité, à pouvoir faire un reporting. Mais au-delà, ce qu'on fait également en termes de plaidoyer, c'est de dire aux bailleurs, aux partenaires techniques et financiers, vous ne pouvez pas demander les mêmes règles en termes de reporting à ENDA qu'à une organisation locale. Il faudra faciliter ce reporting en termes narratifs, techniques et financiers pour que les communautés puissent avoir accès à ces financements-là, mais puissent montrer également comment les fonds ont été utilisés à l'échelle locale. Donc ce sont des bonnes pratiques et des évidences que nous sommes en train de générer en Afrique, en Europe et en Asie, pour également porter ce plaidoyer pour une décentralisation effective des fonds climat. Lucas, on a vu que c'est difficile pour les collectivités territoriales d'avoir accès à la finance climatique, c'est difficile pour les États. Vous êtes jeune, membre d'une organisation de la société civile et vous travaillez avec les communautés. Est-ce que vous avez des expériences en termes de mobilisation de ressources?
et quelles sont les difficultés que les communautés avec lesquelles vous travaillez ont également pour pouvoir mobiliser des ressources pour faire face aux défis climatiques. Bon, merci beaucoup. Donc, à mon avis, avec ma expérience, les principales difficultés concernant arriver à voir ce financement, c'est de montrer que c'est vraiment un problème ce qui se passe avec eux. Donc avec les communautés que j'accompagne, côtiers du Brésil, plusieurs fois, c'est pas vous pour les gouvernements ou pour les banques, pour l'agent financier, que l'augmentation du niveau de la mer, c'est un problème et que c'est suffisant pour avoir des projets et des financements pour vraiment construire des solutions. Et c'est à cause de ça que j'ai commencé vraiment comme un advocacy avec le gouvernement central. Donc c'est vraiment d'écouter cette population, d'enregistrer, faire des articles scientifiques en montrant que ça c'est un problème, montrant les conséquences financières, sociales, que ça monte à la population et pour montrer au gouvernement que c'est un problème. Donc par exemple, dans ma expérience, il y a beaucoup d'enfants, particulièrement parlant des problèmes pour les jeunes. Il y a des enfants qui n'arrivent pas à aller à l'école à cause des changements climatiques. Ici, à la région du nord du Brésil, à cause de la sécheresse, il y a beaucoup de populations qui sont sans l'eau avec le niveau des rivières. Quand ils sont très bas, les enfants n'arrivent pas à aller à l'école. Et la même chose quand les rivières ils montent. Ils n'arrivent pas à aller à l'école. Donc ça, c'est un problème social parce qu'ils n'arriveront pas à vraiment arriver au enseignement supérieur. Et bon, c'est un problème social à cause de ça. Donc je pense que pour moi, et dans les cas que j'accompagne, c'est important de montrer, évidencier que c'est vraiment un problème pour arriver à capter les financements corrects. Il y a aussi les problèmes d'État, des négociations internationales pour vraiment arriver à avoir l'argent pour adaptation. Et avant, j'ai dit que c'est une option, la coopération entre les secteurs privés et les publics. Mais je trouve que c'est important de dire aussi que c'est la question que nous, les pays en développement, on souffre pour n'avoir pas d'argent international des pays développés. Donc, parfois, la coopération entre les secteurs privés et les secteurs publics, c'est une option, mais une option pratique pour arriver à cet financement qui n'arrive pas du gouvernement. Et bon, voilà, pour moi, c'est ça. Merci, je pense que c'est une transition toute trouvée pour montrer que l'adaptation est sous-financée. Et dans le cadre de cette COP 30, les PMA portent le plaidoyer pour arriver à tripler les financements de l'adaptation d'ici 2035, c'est important. Et également qu'on évite les prêts pour faire face aux défis liés à l'adaptation dans nos pays. Merci d'avoir épinglé cela. Et ce que je retiens également, c'est qu'on parle de financement de l'adaptation, mais il y a des enjeux sociaux qui sont liés quand on parle de financement. Le fait que des enfants ne peuvent pas aller à l'école parce qu'aujourd'hui, il y a des impacts du changement climatique, etc. Donc, on va voir qu'il y a des drames sociaux qui peuvent survenir si on ne trouve pas des financements adéquats pour faire face à ces défis auxquels nos communautés, qu'on soit du Brésil, du Sénégal, du Burkina, font face en termes de lutte contre le changement climatique. Je termine avec Boubacar Fall. Vous avez cette casquette d'enseignant-chercheur, mais vous faites beaucoup de terrain. Vous voyez, quand on parle d'adaptation à l'échelle territoriale, à quoi on fait référence? En termes de financement, par où commencer, selon vous? Quels sont les défis par rapport à votre expérience aujourd'hui pour nos États, mais également pour tous les acteurs qui travaillent aujourd'hui à mettre en place des outils de planification de la lutte contre le changement climatique? Je vais essayer. En tout cas, pour moi, il faut commencer au niveau local. Je pense que mon ami du Burkina l'a dit. Si vous assistez quelqu'un pour identifier son besoin et que vous l'assistiez, il va s'approprier la question. Fondamentalement, quand on parle d'adaptation, même si on ne le dit pas de manière explicite, il y a la durabilité qui se trouve derrière. Si la population
ne s'approprie pas, au-delà de l'action, elle peut faire autre chose. Mais si vous l'impliquez, comme il l'a dit, vous discutez avec ces populations, vous les écoutez, non seulement vous les mettez en valeur, mais vous les impliquez davantage dans l'action à mener. Et c'est gage d'appropriation et de durabilité des actions. D'autre part, la science a besoin de données d'entrée. Quand on est au labo, on est plus ou moins théorique, globalisant, on modélise. Et ces modèles ont besoin d'input concret. Si vous allez sur le terrain, vous trouvez ce vécu. Et je pense que c'est là où on devrait pouvoir interpeller la recherche. Je ne dis pas qu'il faille changer la recherche fondamentale, mais il va falloir revoir comment faire la recherche pour répondre à des préoccupations ponctuelles de terrain. Changer les protocoles et prendre en charge les préoccupations au niveau du terrain. Je pense que si on procède ainsi, tout le monde va y gagner. Et, je pense que durant cette première partie, on a eu vraiment des retours d'expérience de nos experts qui viennent d'horizons différents, mais qui ont relayé des réalités qui sont plus ou moins pareilles. Donc des enjeux qui sont presque les mêmes, que ce soit au Brésil, en Guyane et en Afrique. Je pense qu'on va prendre quelques questions et contributions du public. On va juste demander à chacun d'être très bref. Si c'est un commentaire, si c'est une question, de dire à qui la question est adressée. Donc on prend 2, 3. Voilà. Bonjour à tous. Désolé, je vais m'exprimer en anglais, s'il vous plaît. Sorry. So my name is Eddie. I'm with Lifeair Secretariat, and we work very closely. We work very closely with across 10 countries, in which Burkina Faso is one participating, and Senegal just joined the second cohort country. One comment and one question. So the comment is that I think climate is an economic issue. Most of us take it as an environmental issue, but I mean, if you talk about climate finance, it is mostly an economic issue. So we need to treat climate as such. Of course, there's been a lot of progress in mitigation, but there is a lot of gaps in how to finance adaptation. So we need to find a way of building that evidence base so that money can start flowing for climate action at the local level. So that, I think that connection really needs to be made. We do a lot of very good stuff like we have seen here, but I mean, if you approach an investor, the investability, the scalability of some of these solutions then come to question, and we will not meet the numbers that are being mentioned, the billions. I don't even know how many zeros are in the gap, but we have to find a way to work together to get that. And that's what Lifeair is trying to do, to bring together LDCs. The LDCs themselves are the ones leading the initiative, and action is done at the local, at the national level, sub-national level, and the local level. It all has to be integrated. So I have one question to all the panelists, hopefully. And I know we've talked a lot about peer learning. How do we build on all these experiences to demonstrate this evidence base? What are your thoughts on how to do that? Because Senegal has a ton of evidence to showcase across all the regions. I mean, experiences are flowing here. What are your thoughts on how to build on that? Thank you. Je vais juste résumer un peu ce qu'il vient de dire, que quand on parle de question du changement climatique, c'est une question environnementale, mais c'est aussi et surtout une question économique. Donc dans notre narratif, n'oublions pas cela, et qu'aujourd'hui, il y a un gap énorme en termes de financement climatique, et que l'enjeu également, c'est de voir comment on va arriver à résorber ce gap financier en termes de financement de l'action climatique. Et par rapport à l'AFA, les PMA essaient d'aller du niveau subrégional au niveau national et local, et voir comment on intègre ces échelles-là en matière de lutte contre le changement climatique. C'est vraiment très résumé. Et pour la question, il dit qu'il y a beaucoup d'expériences qui ont été partagées ici, et que le Sénégal également a eu beaucoup d'expériences. Comment on arrive maintenant à avoir des évidences
vraiment des évidences pour montrer que ces expériences-là, à quoi cela peut servir. Donc, comment partir de ces expériences-là pour avoir vraiment des évidences scientifiques aujourd'hui qui peuvent, je pense, éclairer aussi bien les décideurs que les partenaires techniques et financiers. Je pense que Guyane et après Adem, vous pouvez y répondre. Et les autres, si vous avez également des points de vue. Oui, je peux dire deux mots. Alors, en anglais ou en français? En français? En français? Ok. Partager ce qui marche, ça se fait, c'est très bien, il faut continuer. Ça fait plusieurs temps que je milite aussi pour partager les erreurs en fait. Les solutions qui semblent bien et qui ne sont pas adaptées. Je vais prendre un exemple au Guyana. Donc nous, à Brésil, Guyane française, Suriname, Guyana, il y a un problème du recul du trait de côte. Et donc, il y a quelques années, ils ont fait ce que moi j'aurais fait en tant que citoyen si j'habitais près de la plage. Je collais une grosse dalle en béton. Hein, donc ça marche pendant 10 ans. Ben, la mer, on ne peut pas l'arrêter. Ça commence à fissurer. Et puis tout s'effondre. Et là, tout ce qui est construit derrière, tout s'en va à la mer. Ça, c'est des erreurs qu'il ne faut pas répéter. On a l'exemple, par exemple, vous vous souvenez, il y a des dizaines d'années de la lutte contre le trou dans la couche d'ozone. Donc il a fallu bannir tous les CFC. On a remplacé par des HCFC. Et il y a 15 ans, on s'est rendu compte que le HCFC, c'est un gaz à effet de serre, qui a un global warming potential 6000 fois supérieur au CO2. Donc maintenant, il faut retirer tout le HCFC. Donc moi, je pense que ce serait bien. Après, il y a un problème d'ego pour les personnes, hein, mais ça, il faudrait faire. Mais partager les erreurs. Et ça, je pense que ça parle à beaucoup de gens. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Enfin, c'est quelque chose que je propose en tout cas. Je pense tout à fait. On parle beaucoup de programmes d'adaptation, mais malheureusement, on a eu des projets qui nous ont menés à une maladaptation. Donc, je pense que c'est quelque chose sur laquelle il faut veiller et faire attention. Boubacar? Alors, ce que je peux dire, c'est, pour suivre votre idée, c'est quand on est en œuvre, l'une des conditions incontournables, c'est de suivre. Parce qu'en réalité, il n'y a pas d'action d'adaptation ponctuelle. Les choses évoluent. Donc, quand on met en œuvre, il faut suivre et réajuster au fur et à mesure que l'action climatique évolue. C'est pour ça qu'on parle de processus d'adaptation. Maintenant, ce qu'il est en train de dire, évidemment, pour pouvoir produire des évidences localement, il faut documenter. Et souvent, c'est ce qui manque. Aujourd'hui, personne ne va nier l'existence de connaissances endogènes, mais si on vous demande quelles sont ces connaissances, quelles sont leurs limites, quels sont leurs avantages, il va falloir qu'on s'y attelle pour pouvoir les documenter et les caractériser. Parce que, comme je l'ai dit, souvent quand vous allez sur le terrain, la nature du risque ne change pas. C'est la fréquence avec laquelle ce risque intervient et son amplitude qui évolue. Ce qui fait que certaines connaissances ou stratégies peuvent avoir des limites par rapport à l'intensité du risque. Et ça, quand vous ne caractérisez pas, vous ne pouvez pas le savoir. Si on le fait, je pense qu'on va arriver à ce qu'il est en train de dire. Et c'est fondamental aussi, parce que là, ça vous permet vraiment de pouvoir se connecter à la réalité locale. Merci beaucoup. Pour moi, je dirais que par rapport à cette question, il faudra la coordination entre les acteurs. Comme il a dit, il y a beaucoup d'expérience au Sénégal en termes de projets et programmes dans la lutte contre le changement climatique. Il faudra une très bonne coordination avec les acteurs pour pouvoir identifier les acquis déjà, ce qui est existant, les bonnes pratiques, comment dupliquer ces bonnes pratiques pour intégrer ces aspects et aussi pour atteindre les objectifs qui sont fixés en termes d'engagement au niveau de la CDN. Merci. Pour moi, j'étais en train de réfléchir juste pour dire des chiffres que je pense qui pourraient aider. Je vais utiliser ma recherche que je viens de publier sur ce qui s'est passé à Fidji. Je pense que les problèmes maintenant, c'est que beaucoup de personnes n'ont pas l'espoir que c'est possible de vraiment adapter. Donc je pense qu'il faut montrer des exemples qui donnent ça, donnent l'espoir que c'est possible.
Donc je vais parler un peu des chiffres de ce qui s'est passé à Fidji. Donc ils ont vécu les cyclones Winston en 2016 qui a détruit 900 millions de dollars perdus. Donc par rapport à ça, c'est 31% du PIB du pays. Après ça, ils ont lancé les Fiji Green Bond, qui était un projet que le gouvernement a réussi 100 millions de dollars par les secteurs privés locaux en montrant qu'ils avaient plus à gagner pour investir des infrastructures adaptées et résilientes et en consultant la population locale pour savoir les problèmes. Ça a donné beaucoup de projets de succès qui ont aidé la population à être plus résilient au changement climatique. Un exemple, c'est le programme d'approvisionnement de l'eau rurale qui a aidé 42 000 personnes qui ont plus d'accès à l'eau qui avant ils n'avaient pas, et principalement après des événements extrêmes, ils restaient pour des mois sans accès à l'eau potable. Ils ont aussi fait un projet de reconstruction des écoles qui ont été détruites à cause des événements climatiques en faisant des infrastructures plus résilientes qui ont aidé la population à survivre les prochains événements. Et le dernier exemple que je vais donner, c'est aux États-Unis, à Florida. Donc il y a là-bas, au État de Florida, je pense que tout le monde sait que c'est un État qui souffre beaucoup avec des problèmes météorologiques. Et en 2022, il y avait le Hurricane Ian qui a détruit plusieurs villes de la région. Par contre, il y avait une ville spécifique qui s'appelle Babcock Ranch qui a été construite avec des infrastructures très résilientes. Et pendant toutes les périodes de cet événement climatique extrême, ils n'ont pas perdu de lumière, ils n'ont pas rien de pertes économiques ou des problèmes avec l'infrastructure. Par contre, les autres villes de la région ont resté plusieurs mois sans électricité, sans accès à l'eau potable. Et donc, pour moi, c'est ça. C'est vraiment montrer les exemples positifs et qui ont vraiment réussi à donner à la population et au pays plusieurs options de résilience. Merci. Je pense qu'il y a une de mes questions qui a été déjà prise en charge par le professeur Bokerfal, notamment sur les sciences, et particulièrement ce qu'on appelle les sciences endogènes. Je pense que là, il a fait une clarification là-dessus, en l'intégrant, n'est-ce pas, donc, dans le dispositif. Parce que très souvent, effectivement, on en parle, il y a des connaissances, n'est-ce pas, donc, qui sont endogènes, et souvent, véritablement, avec l'absence de documentation, on a effectivement du mal à les intégrer. Et je pense que quand même, le fait de l'intégrer dans la liste, c'est déjà une chose. Maintenant, l'autre question, c'est par rapport surtout à l'appropriation même de ces outils par les collectivités culturelles en particulier. Parce que souvent, ce qu'on a constaté avec la fin des projets, souvent, il y a effectivement une absence ou bien une rupture qui s'opère. À partir de ce moment, est-ce que vous avez pensé à la mise en place quand même d'un dispositif pour pouvoir, n'est-ce pas, donc, vraiment permettre la pérennisation, n'est-ce pas, donc, de ces outils qui ont été, n'est-ce pas, déployés durant tout le temps, n'est-ce pas, donc, du projet. Est-ce que vous avez pensé à la mise en place d'un dispositif? Ça, c'est un. Alors, parce que quand même, je pense que ça, c'est le meilleur moyen de s'approprier, n'est-ce pas, donc, de voir un peu la territorialisation, d'autant plus qu'on parle aujourd'hui de la territorialisation des politiques. Il va falloir effectivement que les populations, avec ou sans les projets, puissent, n'est-ce pas, donc, continuer. Et là, c'est pourquoi je posais la question, est-ce qu'un dispositif est prévu à ce niveau pour qu'avec ou sans le projet, on puisse également continuer, n'est-ce pas, donc, à développer dans la planification, n'est-ce pas, donc, des budgets pour Madame Saïdjana. Je vais donner la parole à Monsieur le maire. Merci. Merci, Madame la modératrice. Mesdames et Messieurs, je me présente, c'est Alpha Samb, maire de Nguyen au Sénégal. Donc, nous, maires du Sénégal, nous portons une conviction simple. L'adaptation, c'est réussi quand elle est construite localement. C'est l'esprit
donc de l'approche LEA, renforcer la capacité au niveau communal, décider avec les communautés et ouvrir un accès direct et simplifié au financement. Cette session au pavillon du Sénégal, effectivement, comme l'a dit les autres panélistes, en fixe le cap. Concrètement, nous passons des plans au budget, diagnostic participatif, création transparente, inscription budgétaire, puis suivi citoyen avec des indicateurs lisibles partout du littoral au Sahel, des microcrédits à résultats rapides aux agricultures résilientes, gestion des déchets, verdissement, protection des berges, montre qu'un pilotage de proximité accélère l'impact. Ce que nous demandons en tant que commune, c'est un guichet de financement direct pour les communes, léger, rapide et pluriannuel. Une déconcentration des décisions pour réduire délai et coûts de transaction. L'alignement des partenaires sur les priorités issues de la planification communale et des cadres de dialogue avec les femmes, les jeunes au cœur. Nous nous engageons, si c'est le cas, nous nous engageons en tant que commune à cofinancer localement avec des lignes d'amorçage, former nos équipes et accompagner les porteurs de projets, publier chaque année donc, des résultats simples et vérifiables et mutualiser l'apprentissage entre communes. Donc c'est ça que j'avais à dire, c'est une contribution que je voulais apporter, pas de questions. Merci, je vous remercie. Je vais prendre une dernière contribution. Thank you very much for giving me the opportunity. Okay, thank you very much for giving me the opportunity. I am Modu Cham from the Ministry of Environment, and also I'm Life AR, member of the Life AR National Platform in the Gambia. I've seen the panelists have discussed about the decentralization level, the level of decentralization from the top up to the grassroots level, that is the community level. I want to understand what is the motivation of motivation as far as that level is concerned. You will find out that motivation at that level is not quite impressive in many countries. They are confronted with limited or lack of capacity. They are confronted with lack of facilities for good employee working conditions. They are confronted with lack of or limited financial remuneration, and we still expect them to do work. I want to ask what is the experience of Senegal in terms of motivating the decentralized level, especially at the community level. Thank you. Je traduis. Donc, il voulait savoir quelle est la motivation du Sénégal aujourd'hui pour faire de la décentralisation, notamment sur les questions climatiques, parce qu'il peut y avoir beaucoup de freins par rapport à cette décentralisation liée au manque de capacité à l'échelle locale, au manque de financement à l'échelle locale, etc. De votre expérience, qu'est-ce qui a motivé le Sénégal à aller vers cette décentralisation effective et une territorialisation des politiques climatiques? Donc, on commence par vous deux, Pandey Sène, après on fait... Moi, je pense que d'abord, le Sénégal a, comme toutes les parties, a signé et ratifié la Convention. Et donc, les engagements au niveau international, à mon avis, devraient se décliner par une mise en œuvre au niveau national. Et cette mise en œuvre-là concerne tous les échelons, sans exception. Voyez-vous, quand on parle, par exemple, d'accord de Paris, le pays prend des engagements, mais en termes de réduction d'émissions, par exemple, le Sénégal n'a pas d'usine. C'est les privés qui doivent s'engager pour l'aider à respecter ses engagements. Quand vous prenez, par exemple, les questions d'adaptation, c'est au niveau des collectivités que cette question trouve toute sa pertinence. Et donc, pour mieux les aider à
à prendre en charge cette question parce qu'aujourd'hui, on est en train de parler de financement climatique, mais pour y accéder, il faut disposer d'un outil de planification climatique. Les collectivités disposent d'outils de planification de développement classique, mais aujourd'hui, on est en train de parler d'outils de planification climatique. Et c'est donc dans ce cadre-là que ce projet a voulu appuyer ces collectivités d'abord pour leur faire savoir qu'avant de vouloir ou de pouvoir accéder au financement, il y a un passage obligatoire. Ce passage, c'est de pouvoir, disons, élaborer dans un document toutes vos préoccupations relatives au climat, les questions de vulnérabilité, mais bien sûr au climat, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de financement climatique, il y a, disons, cet aspect qui exige à ce que l'on donne la preuve que effectivement ces impacts proviennent du climat. Donc, ce document-là, c'est pour aider à établir ces liens de causalité, de pouvoir établir un document qui va montrer concrètement quelles sont les réalités physiques, comment ils sont affectés et comment ils comptent y parvenir. Et je pense que en procédant ainsi, on va les aider à accéder au financement. Donc le but ultime, document certes c'est un prétexte, mais le but ultime, c'est de pouvoir les aider à planifier, disons, la lutte contre le climat au niveau territorial, mais l'absence de capacité dont il a parlé, l'absence de capacité technique et financière est prise en charge dans le guide par l'intermédiaire de principes de mise en œuvre. Parce qu'aujourd'hui, on sait que la décentralisation a un tout petit peu émietté le territoire, et ce qui fait que souvent, une collectivité peut hériter d'un problème qui provient d'une autre collectivité. Et donc, même si elle essaie de résoudre les impacts au niveau de sa collectivité, la source du problème demeure toujours. Et c'est pour ça qu'on a érigé l'intercommunalité en principe d'élaboration de ces, pour pouvoir résorber un peu ces déficits-là. Voilà un peu les motivations. C'est pour combler d'abord les aider à accéder au financement, mais aussi combler un peu les lacunes qui sont liées un peu au découpage administratif. Ajouter quelque chose? Je crois que le professeur Boubacar a tout résumé, mais je l'ai dit dans mon propos au début. J'ai dit que l'objectif dans le cadre du PACASEN, c'était d'abord d'outiller les collectivités territoriales. Maintenant, l'indicateur a été défini de telle sorte, c'est-à-dire de permettre à ces collectivités territoriales de participer à l'engagement, à l'atteinte des objectifs de l'engagement de l'État du Sénégal. Et souvent, nous, avec la direction du changement climatique, on parle de déployer la CDN au niveau des collectivités territoriales. Et pour ce déploiement de la CDN, on avait visé d'avoir un guide harmonisé d'élaboration des plans climat. Et ça, je l'ai souligné au début de mes propos, c'est-à-dire le contexte. Nous sommes partis du contexte du fait qu'aujourd'hui, les collectivités territoriales sont plus vulnérables face aux effets du changement climatique, et ces collectivités ne disposent pas des moyens techniques, financiers, mais aussi ne disposent pas des ressources humaines capables de formuler des projets pour obtenir des financements, mais des ressources capables d'intégrer ces aspects liés au changement climatique dans la planification locale. Et pour revenir à la question de la DREC sur les outils que nous avons mis en place, je crois que le guide harmonisé, c'est un outil qui permet de pérenniser, parce que ce guide est adopté par arrêté interministériel. Donc c'est un outil qui permet de pérenniser les actions. Même si le PACASEN, même si on n'a pas une deuxième phase du PACASEN, les autres collectivités territoriales qui ne sont même pas de PACASEN peuvent utiliser ce guide-là pour élaborer des plans climat. Autre chose également, j'ai parlé tout à l'heure de l'approche que le PACASEN utilise, c'est-à-dire renforcer les capacités des acteurs au niveau national. Et nous, depuis le début du programme, c'est-à-dire quand on a commencé à parler dans le cadre du programme du financement additionnel, dans les négociations, nous avons travaillé avec la direction du changement climatique qui a suivi tout le processus. Et d'ailleurs même,
c'est cette direction qui met en œuvre tout ce qui est action. Et nous, à l'ADM, on fait juste la coordination pour permettre de pérenniser ces actions-là. Et souvent, Madeleine, les mots qu'elle prononce quand on fait des réunions pour l'élaboration des plans climat, elle dit que son objectif n'est pas que ces collectivités territoriales disposent uniquement des plans climat, mais que ces collectivités territoriales puissent initier des projets, que ces collectivités puissent avoir des fonds pour réaliser des projets climat. Donc c'est ça l'objectif qui est visé. Et aussi c'est ça que la stratégie que le PACASEN utilise, c'est-à-dire travailler avec les structures au niveau national, mais aussi mettre en place tout ce qui est réforme. Par exemple, avec la réforme sur le FEC, on pourra permettre aux collectivités d'avoir des projets verts. Donc ces réformes ne bénéficient pas uniquement les collectivités du PACASEN, mais toutes les collectivités territoriales du Sénégal. Je pense qu'on a largement dépassé le temps. Je vais laisser 1 minute à Lucas également pour son mot de la fin et à M. Cazel. Et après, M. Fek va clôturer ce side event. Ok. Alors, ok, merci. Est-ce que vous pouvez, j'ai pas écouté bien. Je disais que comme on a largement dépassé le temps par rapport à tout ce qui a été dit et en termes de perspective, je vous laisse 1 minute pour dire votre dernier mot, donner vos perspectives, etc. Ok. Bon, j'ai trouvé super tout que j'ai pu écouter ici de tous les intervenants. Et je suis heureux que j'ai pu amener un peu la voix de la jeunesse. C'est qu'on voit comme les problèmes pour le futur qui... C'est nous, en fait, notre génération qui va vivre notre vie entière en souffrant des problèmes de changement climatique. Par contre, je pense qu'il y a vraiment des efforts de tous les partis, plus financiers, plus communautaires, et les gouvernements aussi sont en train d'écouter plus la voix de tout le monde, des jeunes. Et bon, je trouve que il y a une possibilité, pas seulement cette COP, maintenant d'action et des négociations de plusieurs d'argent pour les financements, que les populations qui souffrent de cette problématique des changements climatiques, la besoin d'adaptation en plus, il y a plus de chances qu'on va réussir à voir vraiment qu'est-ce qu'on a besoin pour survivre les changements climatiques maintenant. Merci. Merci. Enfin, je vais profiter de cette minute, si vous le permettez, pour faire un peu de publicité. En Guyane, en 2027, on aura une électricité 100% énergie renouvelable, 10 grammes de CO2 par kilowattheure, quand la moyenne mondiale est à 450. Et on a aussi des problèmes, il y a 30% de la population qui n'a pas accès à l'électricité. Donc on a un problème d'électrification, un programme d'électrification rurale 100% énergie renouvelable bas carbone. Et donc on va présenter toute cette expérience samedi au pavillon France, toute l'après-midi, avec donc le gouvernement local, l'université, pour montrer les liens avec l'industrie et les industriels qui seront là pour vous partager notre expérience, comment on a fait en termes de programmation politique et en termes de technologie et d'innovation. Donc c'est samedi après-midi au pavillon France. Donc vous êtes tous bien évidemment conviés à cet événement. Et merci beaucoup de m'avoir invité. On va garder les liens et j'espère qu'on va pouvoir transformer l'essai en nouant des liens et en partageant les expériences sur les thématiques qu'on a évoquées cet après-midi. Merci beaucoup. Merci de finir sur ces notes qui nous montrent que la transition énergétique basée sur le développement des énergies renouvelables est possible. Et voilà, je pense qu'on sera tous là samedi pour voir votre modèle. Donc remercier tous les panélistes pour votre disponibilité. Remercier Aminata de Écologie Universelle qui n'est pas là, qui nous a énormément appuyés. Je pense qu'en conclusion pour ma part, avant de donner à Emmanuel, directeur d'Enda Énergie, depuis des décennies, des politiques d'adaptation sont mises en place. Et ces politiques ont montré leurs limites. Je pense que c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on est en train d'implémenter une nouvelle approche qui est basée sur comment mieux centrer les demandes communautaires, les besoins communautaires et l'expérience venant des communautés au centre des politiques climatiques et des politiques d'adaptation. Je nous invite tous à aller revisiter les 8 principes clés de l'adaptation menée localement
et qu'on soit acteur de la société civile, collectivité territoriale, de voir dans notre travail comment on peut commencer à intégrer progressivement ces principes-là pour faire de l'adaptation une réussite, mais également avoir une durabilité par rapport à nos actions. Je donne 30 secondes à Lucas et qui va transmettre directement le micro à Emmanuel. Pardon, je veux juste ajouter rapidement, merci pour la parole. Et donc, c'est vraiment important d'écouter les communautés locales pour savoir et commencer à planifier ce qu'il faut faire pour vraiment adapter, écouter les jeunes, écouter les personnes qui sont en train de vraiment souffrir les questions climatiques, pour vraiment commencer à faire des recherches scientifiques basées sur les problématiques et après pouvoir utiliser les équipements financiers pour arriver à des solutions effectives. Merci. Merci Lucas pour ces propos. Je donne la parole à Emmanuel Seck, directeur de Enda Energy, pour clôturer ce panel, certainement en revenant sur quelques recommandations clés et quelques perspectives par rapport aux discussions que nous avons eues. Bon, d'autant plus qu'on court derrière le temps, j'étais en position d'écoute, qui m'a permis déjà d'apprendre, parce que c'était ça aussi, vu la diversité des intervenants, venant de l'Amérique latine et essentiellement du Sénégal, je pense que ça a été une richesse pour nous de vous avoir aujourd'hui à ce panel-là. Encore une fois, Aïssatou l'a dit, mais au nom de ENDA et de tous nos partenaires ici réunis, nous tenons à vous remercier de par votre générosité et de tout ce que vous avez partagé avec nous, venant de générations différentes et aussi d'une diversité d'acteurs, chercheurs, acteurs de terrain, institutions gouvernementales, jeunes, etc. Ce que je note, l'enjeu est là, d'adaptation, mais l'approche que l'on choisit par rapport à l'adaptation est souvent réactive. Est-ce qu'on ne pourrait pas inverser la tendance de l'adaptation en faisant de sorte qu'elle soit proactive? Parce que c'est ce qui fait que certains acteurs, comme le secteur privé, ne s'intéressent pas à la question parce que pour nous, c'est une réponse immédiate ou, disons, urgente. Mais si on le transforme, disons, en approche réactive, peut-être qu'on arrivera à ressortir la rentabilité économique et non seulement la rentabilité sociale et environnementale de cette question d'adaptation, mais surtout la rentabilité économique, parce que des réponses existent sur le terrain. Il y a des activités d'entrepreneuriat qui sont menées par les communautés et à nous de voir comment ces actions décentralisées peuvent renforcer la mise en œuvre de la lutte contre les changements climatiques au niveau non seulement local, mais pour répondre aussi aux engagements de nos pays au niveau international, mais l'alignement aussi, à mon avis, de ce que nous sommes en train de faire par rapport à la contribution déterminée au niveau national est tout à fait important. Donc je ne vais pas être long parce que l'essentiel a été dit, aussi bien l'enjeu, l'approche que les moyens de mise en œuvre, donc tout a été dit encore une fois. Merci et à très bientôt.